Nayunbe Magazine, épisode 5. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet social, une question sociétale. Quand la féminité devient-elle une mise en scène épuisante? Ce n'est pas un sujet facile. Ouvrez une application de podcast, une émission de télévision, une couverture de magazine. Vous y trouverez toujours, presque toujours, la même femme. Un teint uniforme, des cheveux disciplinés, une silhouette qui ne dépasse jamais un certain contour, un sourire qui ne semble jamais coûter l'effort. Cette image ne choque personne, tant elle paraît aller de soi. Il suffit pourtant de se demander combien d'heures, combien de gestes, combien d'argent ont été nécessaires pour produire cette apparente simplicité, pour comprendre qu'elle n'a rien de spontané. Le mot poupée, appliqué à une apparence, dit déjà tout du modèle qu'il convoque. Des traits lissés, des proportions harmonisées, une absence apparente d'imperfection. Ce standard n'est pas nouveau dans son principe. La sculpture antique cherchait déjà la symétrie parfaite du visage. Mais il est nouveau dans son échelle. Ce qui relevait autrefois d'un idéal artistique réservé à quelques représentations est devenu, en un siècle, une attente quotidienne appliquée à des millions de visages ordinaires. Posez-vous cette question. Quand la féminité devient-elle une mise en scène épuisante? Cela suppose de ne pas la confondre avec une autre. Plus simple et plus vite expédié. Le maquillage est-il bon ou mauvais? La coquetterie est-elle une aliénation ou une liberté? Ce n'est pas le terrain sur lequel ce texte se place. Il s'agit plutôt de suivre, avec la même méthode que pour la rose au masculin, une trajectoire historique et des chiffres documentés. À quel moment précis un geste esthétique entretenu librement a-t-il été transformé en obligation permanente? Et qu'est-ce que cette transformation coûte, très concrètement, en heures, en argent, en santé vocale, en fatigue psychique? C'est cette bascule que nous allons suivre, étape par étape. Il y a un jour, la pudeur a été inversée. L'histoire de cette injonction ne commence pas par son affichage, mais par sa dissimulation. Au XIXe siècle en Europe, le maquillage visible est associé aux actrices et aux femmes de mauvaise réputation. Une femme respectable ne se poudre pas ostensiblement. Mais elle cultive un teint dit naturel, ce qui suppose déjà un entretien discret. Bain de lait, ongles, poudre de riz appliquée avec parcimonie, mais qui doit rester invisible en tant que travail. La règle n'est donc pas l'absence d'artifice, c'est son camouflage. Paraître, ne rien faire, est déjà en soi une performance. Cette exigence de naturel apparent n'est pas propre à l'Europe. Elle prend ailleurs des formes plus contraignantes, encore sur le plan physique. Le bandage des pieds en Chine, pratiqué du 5e au début du XXe siècle, transforme une caractéristique corporelle en preuve de statut social, au même prix d'une déformation permanente du corps. L'allongement du cou par anneau chez les femmes Kayan en Birmanie et en Thaïlande obéit à une logique voisine, rendre visible sur le corps lui-même
l'adhésion à un canon esthétique local. Ce que ces pratiques ont en commun, au-delà de leurs formes très différentes, c'est qu'elles ne se contentent jamais d'un geste ponctuel. Elles demandent un entretien continu, souvent quotidien, parfois toute une vie. C'est au tournant du XXe siècle, avec l'essor du cinéma et l'industrialisation de la cosmétique, que le maquillage occidental devient un geste public et revendiqué plutôt qu'un secret de toilette. Max Factor, qui invente à Hollywood le mot make-up. Dans son acception moderne, il transforme un artifice de coulisses en produit de grande consommation. Après la Seconde Guerre mondiale, l'industrie cosmétique connaît la même mutation que l'industrie textile. La publicité de masse cherche à créer un besoin permanent plutôt qu'à répondre à un besoin ponctuel. Le rose devient alors, dans le même mouvement historique et par la même logique commerciale, à la fois la couleur assignée aux filles et le nom d'un teint idéal à atteindre. Le fameux teint de porcelaine rosée, vendu comme une preuve de santé, de jeunesse et de désirabilité. Deux constructions culturelles naissent donc au même moment, dans la même logique industrielle. L'une fixe une couleur sur un genre, l'autre fixe un visage sur un genre. La première a suffisamment vacillé pour qu'on porte aujourd'hui une chemise rose sans y penser. La seconde tient encore presque intacte. Ce qui distingue l'injonction esthétique féminine de bien d'autres normes sociales, c'est qu'elle se traduit directement en heures, et que ces heures ont fini par être mesurées. Une étude menée en 2022 dans 93 pays par la psychologue Martha Kowal et son équipe a quantifié le temps hebdomadaire consacré au comportement dit d'embellissement, soins, maquillage, coiffure, habillement. Et dans chacun des 93 pays sans exception, les femmes y consacrent plus de temps que les hommes, avec un écart moyen supérieur à 2h40 par semaine. L'étude établit aussi une corrélation directe entre ce temps investi et l'adhésion à des rôles de genre traditionnels dans les pays considérés, ainsi qu'avec l'usage des réseaux sociaux. Les personnes les plus actives sur les réseaux sociaux consacrent en moyenne près de 2 heures de plus par jour à leur apparence que les personnes les moins actives. D'autres enquêtes, plus ponctuelles, convergent vers un ordre de grandeur voisin. Une enquête britannique menée par Superdrug révélait un rituel moyen de 40 minutes réparties sur 27 étapes distinctes. D'autres sondages situent le temps quotidien consacré à l'apparence autour de 55 minutes, soit l'équivalent de 2 semaines complètes cumulées sur une année. Les enquêtes plus récentes sur le seul soin de peau évoquent une moyenne d'environ 22 minutes par jour, partagée entre rituel du matin et un rituel du soir. Ces chiffres ne mesurent que le geste, appliqué, brossé, ajusté. Ils ne mesurent pas ce qui l'entoure. Le choix devant le miroir, l'hésitation, la comparaison avec une image de référence, l'auto-évaluation répétée tout au long de la journée. Cette seconde couche, invisible dans les statistiques du temps, que la littérature en psychologie sociale désigne sous le terme de charge mentale esthétique, un travail cognitif silencieux, non rémunéré, non comptabilisé dans une autre enquête sur le temps de travail mais mesurable en fatigue. La généralisation des réseaux sociaux a ajouté une couche supplémentaire à ce travail plutôt qu'elle ne l'a allégé. Une apparence n'est plus seulement entretenue pour une rencontre ponctuelle. Elle est produite pour être photographiée, filtrée, comparée, commentée.
le miroir ponctuel du matin a été remplacé par une exposition continue. La caméra frontale d'un téléphone disponible à chaque instant transforme n'importe quel moment dans la journée en une occasion potentielle d'évaluation. C'est précisément ce facteur, l'usage intensif des réseaux sociaux, que l'étude de Kowal identifie comme le prédicteur individuel le plus fort du temps consacré à l'apparence, plus fort encore que l'attitude générale envers les rôles de genre. Le filtre numérique pousse cette logique un cran plus loin. Il ne demande plus seulement d'entretenir un visage réel selon un standard. Il propose un visage recalculé en temps réel, polissé automatiquement, proportions redessinées, symétrie corrigée par un algorithme qui devient à son tour le nouveau point de comparaison. Le miroir renvoyait déjà une image, fidèle à ce qu'on pouvait chercher à améliorer. L'écran, lui, renvoie désormais une image améliorée, à laquelle le visage non filtré doit ensuite se mesurer. Plusieurs travaux en psychologie clinique documentent l'émergence de demandes de chirurgie esthétique motivées explicitement par le souhait de ressembler à sa propre version filtrée. La charge mentale esthétique ne s'exerce donc plus seulement face à un idéal extérieur et lointain, mais face à une version de soi-même générée quelques secondes plus tôt, devenue plus exigeante que n'importe quel mannequin de magazine. Et tout cela a un prix, et pas seulement en temps. Cette charge se paye aussi en argent. Et là encore, les écarts ont été mesurés plutôt que supposés. Une étude conduite en 2015 par le département de la production des consommateurs de la ville de New York, portant sur près de 800 produits répartis en 35 catégories, a constaté que les versions féminines coûtaient plus cher que les versions masculines, strictement équivalentes dans 30 catégories sur 35, avec un écart moyen d'environ 7%, atteignant en tout 13% dans le seul produit de soins et d'hygiène personnelle: rasoir, shampoing, déodorant, crème. Les formulations changent à peine. L'emballage change de couleur, le prix augmente. Ce phénomène, qu'on désigne sous le nom de taxe rose, a conduit l'État de Californie à estimer, lors de l'adoption d'une loi visant à l'encadrer, que les consommatrices y perdraient de l'ordre de $2 300 par an, soit cumulé sur une vie entière, l'équivalent d'un capital de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ce chiffre mérite d'être posé côte à côte, à côté de celui du temps. Ce n'est pas seulement plus une question d'heures qui sont demandées, c'est aussi plus d'argent pour financer ces heures. Le rose, devenu ici littéralement une couleur d'emballage, referme la boucle entamée plus haut. La même teinte qui servait à trier les rayons de vêtements pour enfants sert 40 ans plus tard à faire payer plus cher un déodorant par ailleurs identique. Et l'injonction, elle ne s'arrête pas au visage. Elle touche un organe qu'on associe rarement à l'apparence: la voix. Depuis le milieu du XXe siècle, plusieurs études acoustiques menées en Australie, aux États-Unis et au Canada et en Suède montrent que la fréquence fondamentale de la voix des femmes a baissé de manière continue et mesurable. Une étude comparant des enregistrements de femmes australiennes de 1945 et de 1993 révèle une baisse d'environ 23 Hz, faisant passer la fréquence moyenne d'environ 229 à 206 Hz chez les jeunes adultes. Cette baisse
n'est pas anatomique. Les cordes vocales n'ont pas changé de nature en 2 générations. Elle est comportementale. Plusieurs recherches en psychologie, politique et organisationnelle, notamment les travaux de Kazay-Klostad et de ses collègues, montrent que les voix graves sont perçues chez les hommes comme chez les femmes comme plus compétentes, plus dignes de confiance et plus aptes au commandement. Des personnalités politiques et publiques, dont Margaret Thatcher, est l'exemple le plus documenté. Elles ont fait l'objet d'un entraînement vocal explicitement destiné à abaisser leur timbre pour être prises plus au sérieux. Ce que l'histoire du rose fait pour la couleur, l'histoire de la voix le fait pour le son. Une caractéristique perçue comme neutre, une fréquence mesurée en hertz devient un code de genre à ajuster pour accéder à l'autorité. Ce déplacement du timbre naturel a un coût physique. Forcer sa voix hors de sa tessiture pendant des années sollicite les cordes vocales d'une manière que leur physiologie n'anticipe pas et peut, à terme, provoquer des nodules ou des polypes. La mise en scène esthétique, quand elle s'étend à la voix, cesse alors d'être seulement une fatigue de l'attention pour devenir une fatigue du corps lui-même, une usure organique produite par une performance sociale. Le même phénomène, curieusement, se retrouve jusque dans la conception des voix artificielles. Les assistantes vocales comme Siri ou Alexa ont longtemps été calibrées avec des voix perçues comme féminines, légèrement plus aiguës, jugées plus rassurantes et plus dociles dans le rôle d'assistance. Un choix de conception qui reproduit dans la technologie elle-même l'association entre voix haute et service et voix grave et autorité. La mise en scène vocale ne se limite pas à la hauteur du timbre. Elle touche aussi la manière de conclure une phrase. Le phénomène dit de l'uptalk, cette intonation montante en fin d'énoncé, qui transforme une affirmation en quelque chose ressemblant à une question, a été analysé comme une stratégie compensatoire face à un contexte social où la parole féminine est plus fréquemment interrompue. Terminer une phrase sur une note ascendante revient à signaler activement qu'on n'a pas fini de parler dans un environnement où le silence, même bref, est plus souvent perçu comme une invitation à prendre la parole à sa place. Ici encore, un trait qu'on croit spontané, une inflexion, une mélodie de phrase se révèle être une adaptation apprise à un rapport de force qui ne dit pas son nom. Et ce que ces chiffres, heures, hertz, gestes ne disent pas, c'est que le mécanisme intérieur qui les rend nécessaires, l'autosurveillance continue, se demande en toutes circonstances comment on est perçu. Ajuster un geste, une posture, une expression, non pour soi, mais pour un regard qu'on anticipe en permanence, même en son absence. La littérature psychologique distingue cette fatigue-là de la fatigue physique ordinaire. Elle survient même sans effort visible, précisément parce qu'elle consiste à surveiller sans repos une image de soi projetée vers l'extérieur. C'est cette vigilance permanente, plus que le geste esthétique lui-même, que certains chercheurs désignent sous le terme d'épuisement esthétique. C'est ici que la comparaison avec le rose devient éclairante, par contraste plutôt que par symétrie. Un homme qui renonce à porter du rose renonce à une option. Il perd une couleur parmi d'autres, mais son apparence de base, non maquillée, non modifiée dans sa voix,
reste socialement acceptable telle qu'elle. Une femme qui renonce au maquillage, à la coiffure entretenue, à la voix travaillée, ne perd pas une option parmi d'autres. Elle change de catégorie sociale. Elle passe du statut de femme soignée à celui de femme négligée, avec les jugements de compétence, de désirabilité et parfois de professionnalisme que ce déplacement entraîne. L'asymétrie n'est donc pas seulement quantitative, plus d'heures, plus de gestes, plus de hertz à corriger, elle est structurelle. D'un côté, un supplément facultatif, de l'autre, un plancher obligatoire en dessous duquel on quitte la norme. Il faut ici se garder d'une lecture univoque, car le débat sur ce sujet n'est pas tranché, y compris parmi celles qui l'analysent depuis des décennies. Une partie des courants féministes, en particulier depuis les années 1990, défend l'idée que le maquillage, la coiffure ou l'habillement soigné peuvent constituer une forme d'expression et de plaisir authentique choisi, et qu'il serait paradoxal de libérer les femmes d'une norme en leur retirant au passage le droit de l'apprécier si elle est choisie librement. D'autres analyses, souvent regroupées sous l'étiquette de critique de la beauté comme travail, insistent au contraire sur le fait qu'un choix individuel peut rester à l'échelle collective la reconduction d'une contrainte structurelle. Le sentiment de liberté n'annulant pas le coût objectif en temps, en argent et en fatigue mesurée plus haut. Les deux lectures ne s'excluent pas nécessairement terme à terme. Rien n'empêche qu'un même geste, se maquiller un matin donné, relève pour une personne d'un plaisir sincère et constitue, à l'échelle de la société entière, la reconduction statistique d'une norme genrée. La question qui se distingue dans les deux n'est donc pas celle du geste, mais celle de la réversibilité. Peut-on, ce jour-là, choisir de ne pas le faire, sans qu'il en résulte un jugement de compétence, de négligence ou de désirabilité? Là où cette réversibilité existe, le geste reste un choix parmi tant d'autres. Là où elle a disparu, le même geste, même sincèrement apprécié certains jours, est devenu une obligation les autres jours. Alors, jusqu'à quand la mise en scène va continuer avant de nous épuiser? Car la fatigue n'est pourtant pas dans le geste lui-même. Se maquiller, choisir une tenue, moduler sa voix ne sont pas en soi des actes appauvrissants. Une comédienne qui se prépare avant d'entrer sur scène ne s'épuise pas de la même façon qu'une femme qui doit rester en scène du matin jusqu'au soir sans jamais sortir du personnage. Ce qui se distingue dans les deux situations, c'est l'existence ou non de coulisses. Un moment, un lieu, une relation où l'apparence peut se relâcher sans coût social. La bascule se situe précisément là, tant que la féminité reste un langage parmi d'autres, un choix qui part de soi, qu'on peut interrompre sans sanction, elle demeure une expression. Elle devient mise en scène épuisante au moment où elle doit être maintenue en continu, sans coulisses disponibles, sous peine de disqualification sociale. Ce n'est donc pas la beauté qui fatigue, ce n'est pas non plus le geste qui se soigne. De choisir une couleur, d'ajuster sa voix, mais c'est l'absence de sortie. L'idée qu'il n'existerait aucun moment, aucun lieu où l'on aurait le droit d'être simplement soi sans que cela ne coûte quelque chose. Le rose, sur ce point précis, a déjà montré une chose. Une norme qui semblait biologique, immuable, évidente, s'est révélée n'être qu'une convention commerciale.
d'après-guerre, capable de se défaire en une génération dès lors qu'on cessait de la considérer comme allant de soi. Rien dans les chiffres réunis ici, les heures mesurées par Kowal et son équipe, les hertz perdus de la voix, les pourcentages par les études sur la taxe rose n'indiquent que l'entretien permanent du visage, du corps ou de la voix soit d'une autre nature que cette convention textile. Ce que l'histoire a construit, elle peut aussi le desserrer, non pas en supprimant le geste esthétique qui reste un plaisir légitime pour qui choisit ce geste, mais en redonnant à ce geste ce qu'il avait perdu en devenant obligatoire, la possibilité de s'arrêter sans que cela ne coûte rien. C'est peut-être là, dans cette possibilité retrouvée de sortir de scène sans y perdre sa place, que commence la véritable légèreté. Non pas l'absence de beauté, mais l'absence de contrainte à la produire. Merci d'avoir écouté Nayun Bay Magazine et je vous dis à la semaine prochaine.